Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons voir deux chiffres en fait. Le premier, c'est sur la dette, les finances publiques, et ensuite on va passer sur les finances personnelles de chacun d'entre nous. Donc, et tout ça, ce sont des stats on ne peut plus officielles, puisque c'est grâce à l'INSEE qu'on peut avoir ces statistiques. Donc, à la fin du premier trimestre 2024, la dette publique s'établit à 3159,7 milliards d'euros. Si on regarde la dette au sens de Maastricht et dette nette, donc toujours pareil, hein, fournie par l'INSEE, comptes nationaux, etc., on voit que la dette de Maastricht ici et la dette nette, elles ont une forme particulière. Si on regarde sur la dette nette, c'est vraiment très clair. On voit qu'entre 2000 et la crise des subprimes, on a une certaine vitesse d'évolution de la courbe de la dette. On voit qu'entre entre 2009 et puis 2020, on a une vitesse qui est un peu plus grande. Ça veut dire que la courbe, elle augmente un peu plus vite. Et puis on voit qu'à partir de 2020, alors là, c'est l'explosion de la dette. La vitesse d'augmentation, elle est bien supérieure. Donc, euh, je vais reprendre au sens de Maastricht, en fait. Donc là, les Mozart de la finance ont réussi l'exploit à plus de 3000 milliards d'euros en partant de 2000, en partant de 2300 milliards d'euros. Voilà, voilà, c'est à peu près ça. En 7 ans, ils ont pratiquement réussi à faire 1000 milliards d'euros de dettes. Quelque chose qui s'était jamais vu auparavant dans l'histoire de France. Donc c'est pas les Mozart de la finance en fait, c'est les Beethoven de la dette. Et bon, donc voilà déjà, ça c'est la première constatation. Alors la deuxième constatation, c'est est-ce que ça a servi à quelque chose? Parce que finalement, on peut se dire faire de la dette pour faire de la croissance, pour donner de l'argent à l'économie, pourquoi pas? Donc on va regarder la consommation des ménages qui rebondit en mai 2024. Et là encore, on va analyser de près le tableau en question. Donc encore une fois, je le dis et je le répète maintenant à chaque fois. Vous avez, c'est l'INSEE. Bon, vous avez des chiffres qui sont publics, qui sont bien faits, voilà. Mais vous avez des nomenclatures. L'INSEE respecte des nomenclatures et c'est normal pour conserver quand même une certaine cohérence au fur et à mesure des dizaines d'années qui passent. C'est nécessaire d'avoir le même thermomètre. Si vous changez de thermomètre tous les 4 jours, ça ne le fait pas. Donc, vous êtes obligé de garder les mêmes valeurs. Donc, il faut s'appuyer là-dessus. Il y a pas d'autre choix. Mais par contre, c'est important d'aller analyser et de fouiller dans les chiffres. D'autre part, les titres qui généralement sont repris tels quels par la presse mainstream, la presse mainstream que je ne lis plus depuis pas mal de temps maintenant, vu à quel point elle a une qualité qui est tellement mauvaise que c'en est à pleurer. Je ne sais pas où ces gens-là font leurs études, mais c'est tragique. Donc la consommation des ménages ont bien rebondi en mai 2024. Parce que normalement, le travail des journalistes, ça devrait être de faire ce que je suis en train de faire là. Je ne devrais pas avoir à faire ça, en fait. Donc, euh, si on regarde, voilà, voilà. Donc n'oublions pas que les Mozart de la finance, les Beethoven de la dette, ont collé pour 100 000 milliards de dettes supplémentaires. Et pour arriver à quoi? Pour arriver à quoi? On dit, euh, on dit la consommation des ménages en biens rebondit. On se dit, ah, c'est super, la consommation repart. On regarde le tableau alimentaire, net rebond. Ça, c'est super, net rebond. Maintenant, on lit le texte. Parce que, si vous voulez, pour moi, quand l'INSEE marque net rebond, je veux dire, il faut se mettre à la place, ce sont des statisticiens. Donc, eux, ils ne font que commenter des chiffres et des courbes
qui sont objectivement, effectivement, il y a un être bon, ça se voit, on ne peut pas dire le contraire. La consommation repart. Oui, c'est vrai, bien sûr, elle repart. Quand on va analyser les chiffres, on va voir que c'est effectivement le cas. Mais si vous voulez, en tant que statisticien, ils décrivent juste la, ils décrivent juste l'excursion des chiffres. Point barre. Il n'y a pas de connotation positive ou négative au sens de l'économie en général. Ça, ensuite, c'est à vous d'étudier ça, puisque les journalistes ne font pas leur travail. Donc, et je suis gentil. Donc en mai 2024, la consommation alimentaire des ménages repart à la hausse. Bon, alors, ce rebond est porté par quoi? Principalement par une hausse de la consommation d'œufs. Et là, vous lisez, conserve de poisson, viande, fruits et légumes, pâtes et produits issus de la boulangerie. Mais moi, ce que je lis surtout, c'est conserve de poisson et pâtes. Je veux dire, à un moment donné, les gens qui n'ont pas eu beaucoup d'argent à certaines époques dans leur vie savent très bien que quand on n'a pas beaucoup d'argent, justement, on achète des conserves parce que c'est moins cher et on achète des pâtes parce que c'est moins cher aussi. Donc, qu'il y ait un être bon sur ces produits-là, c'est peut-être pas nécessairement une bonne nouvelle. Encore une fois, ils vous ont mis là un qualificatif sur la courbe. Maintenant, moi, je vous fais un qualificatif sur l'analyse détaillée et ce que ça veut dire dans le réel, chez les gens, dans l'économie concrète. Quand on voit que la dette, elle a explosé ici à partir de premier trimestre 2020. Les Beethoven de la dette. 2020. 2020, ok, c'est la pandémie. Donc à la limite, je dirais, bon, c'est ok, c'est la pandémie. Mais après, on voit que c'est en baisse constante en fait. C'est en baisse constante. C'est ça qui est hallucinant. Ça veut dire que la population française, elle n'a pas diminué à ce point-là en l'espace de 2 ou 3 ans. C'est juste pas possible. Normalement, la consommation alimentaire, elle devrait être, euh, elle devrait être à peu près flat ou au pire, suivre un peu l'inflation ou ce genre de choses-là. Mais là, la consommation, elle est strictement en baisse en fait. Et on est à des niveaux qui sont sous la crise des subprimes. Donc ça veut dire que les gens se serrent vraiment la ceinture. Ça veut dire qu'il y a vraiment un problème sur la consommation alimentaire en France. Et même si... Enfin, je veux dire, bon, je critique les journalistes, mais je ne comprends pas que ça ne soit pas un problème politique majeur. Je veux dire, normalement, dans les débats électoraux, il devrait y avoir à un certain moment donné des gens qui, au niveau politique, finissent par dire, non mais attendez, je ne comprends pas. Les logements sont en baisse, les gens ont de plus en plus de difficultés à se loger. Consommation alimentaire, elle est en baisse dramatique depuis 2 ans et demi. Mais on fait quoi? Ça devrait faire partie des premières lignes du débat politique. Pourquoi les gens, ils ont de moins en moins à manger? C'est ça que ça veut dire. Alors, il y a certains mauvais esprits qui disent, ouais, mais ils ont qu'à pas acheter de télé, ou ils ont qu'à pas acheter de frigidaire, ou de choses comme ça. Mais vous avez des choses qui sont indispensables dans la vie. Euh, et les biens fabriqués, on voit, ah, ça monte. Donc finalement, bon, ça baisse alimentaire, mais finalement, ça monte sur les produits fabriqués. Ah, c'est pas du tout pareil. D'abord, premièrement, les produits fabriqués, d'une part, il y a des produits, vous êtes obligé. Je veux dire, à un moment donné, vous êtes bien obligé d'acheter une cuisinière quand elle lâche ou un frigidaire quand il lâche. Le deuxième point, c'est que quand vous comparez le prix d'un frigidaire, bon, il y en a un peu à tous les prix, mais même si vous prenez un prix bas, je sais pas, par exemple là, j'en vois un, bon, ils sont entre 200 et 600 euros. Mais c'est pas du tout le même prix qu'une boîte de sardines ou qu'un paquet de pâtes. Donc, quand vous achetez un frigidaire,
il y a combien d'équivalents boîte de sardines ou paquets de pâtes? Vous voyez? Donc quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il fait monter cette courbe. Une personne qui a beaucoup d'argent fait monter cette courbe. Par contre, pour faire descendre cette courbe, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dû acheter des paquets de pâtes et des boîtes de sardines. Donc la situation, elle est carrément dramatique à ce point-là. Je ne comprends pas, mais alors pas du tout, que tous ces chiffres-là ne soient pas, ne fassent pas la une des programmes politiques et ne fassent pas la une des journaux. Je, dans l'ancien temps, au Moyen Âge, sous l'Antiquité, les rois qui étaient considérés comme sages, ce sont des rois qui faisaient des stockages de grains de blé pendant que tout allait bien et ensuite ils distribuaient le blé dans les périodes de disette. Ok, ça n'a peut-être pas toujours été le cas, mais c'est comme ça que ça se passait. L'idée, c'est pas de dire il faut revenir à ces systèmes, anciens systèmes politiques ou à l'ancien régime. C'est pas du tout ça que je veux dire. Mais comment ça se fait qu'on fait moins bien que ces régimes-là? Pourquoi? On voit, toute chose égale par ailleurs, aussi que l'énergie, finalement, elle est relativement constante, alors que l'alimentaire, ça l'est pas. Donc, ce qu'on peut en conclure, c'est que ben, l'état de la France est dans un état vraiment très catastrophique, très très catastrophique, et que bah, on est au devant d'élections, donc voilà, je sais pas. Après, c'est pas à moi de dire qui est bien, qui est mal, hein. Mais en tout cas, l'état de la France, après une période des Beethoven de la dette, c'est juste une pure catastrophe, quoi. Bonne journée.